Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Une cérémonie d'hommage à Cédric Papatico, ce policier tué lors d'une intervention cette semaine, s'est déroulée ce matin à la préfecture de Savoie, à Chambéry, en présence du ministre de l'Intérieur, du directeur général de la police nationale et de nombreux policiers, gendarmes, pompiers et CRS. Âgé de 32 ans, Cédric Papatico a été renversé délibérément par des cambrioleurs, surpris sur le parking d'un magasin d'électroménager. Des cambrioleurs toujours activement recherchés. À une semaine du premier tour, l'élection présidentielle ne semble pas avoir découragé les candidats au repos. Au contraire, selon les professionnels du tourisme, les réservations sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Alors que feront ces vacanciers électeurs le 22 avril? Élément de réponse ce matin à la gare Montparnasse à Paris. Ils n'ont qu'une chose en tête, les vacances. Mais dans une semaine, c'est dans les isoloirs qu'il faudra se rendre pour le premier tour de l'élection présidentielle. Marie-Claude a anticipé, elle a fait une procuration, c'est son mari qui votera pour elle. À chaque fois j'étais là je ne suis pas là, donc c'était important de voter. Même organisation pour Catherine. Ça tombe sur mes vacances scolaires, je suis enseignante donc j'ai pas trop le choix. Donc en fait je me suis arrangée avec une très bonne amie qui m'a dit pas de problème, etc. Je lui fais confiance et voilà. Et elle reste justement pour pouvoir voter, elle partira après. Pour certains, pas besoin de choisir, c'est vacances et bulletin dans l'urne. On fera un retour impératif ici pour voter. C'est à la fois un hasard, mais c'est aussi une bonne coïncidence. Comme ça, je vais pouvoir voter et je suis assez content. Pour les retardataires, il reste encore quelques jours pour faire une procuration. Pas de vacances en revanche pour les personnes chargées de la mise sous pli des professions de foi des 10 candidats. Comme dans ce gymnase de Mende, des milliers de petites mains vont travailler tout le week-end pour que les enveloppes puissent partir dès le début de la semaine. Un travail titanesque rémunéré 150 €. Même si c'est rémunéré, mais les élections c'est important, donc faut y participer. Et l'on parle justement de la participation. Selon les sondages, un quart des Français pourraient s'abstenir au premier tour. Nous sommes allés dans un quartier populaire de Toulouse pour voir qui avait l'intention de voter le 22 avril. Pour Mariama, tout juste majeure, le 22 avril 2012 sera un jour très particulier, son premier vote à une élection. Vu que j'ai 18 ans, je peux enfin montrer que je fais partie de la société. Donc ma voix compte aussi, donc j'ai dû voter. Un devoir civique qui semble toucher une grande partie des habitants de ce quartier populaire de Toulouse. Bien sûr, c'est important pour la France, pour les citoyens, pour tout le monde. Voilà. J'ai toujours voté à La Réunion où je suis resté 43 ans, aussi bien pour le maire que pour le président de la République. J'allais faire mon devoir civique. C'est important, c'est primordial. On ne va pas dire c'est vital, mais presque. Jeunes électeurs et plus de 40 ans dans les isoloirs. Une tranche d'âge en revanche risque de bouder l'échéance présidentielle. Ah non, personnellement non, j'allais pas voter. Ça m'intéresse pas. Je suis plus dubitative pour la tranche des 25-30 ans, qui elle s'était fortement mobilisée les dernières élections et plus bizarrement sont un peu désabusés. Mais d'après les statistiques, atteindre les 84% de participation de 2007 à Toulouse n'est pas impossible. Sur les nouvelles inscriptions pour cette année, nous avons un très léger infléchissement par rapport à 2007, mais pas franchement significatif, puisqu'en 2007, nous étions à 39 000 nouveaux inscrits, alors que sur 2012, nous serons à 36 000 environ. Et c'est peut-être le calendrier qui viendra jouer les troubles fêtes. Le premier tour tombe en pleine période de vacances scolaires. Il y a quelques jours, le patron d'une entreprise savoyarde spécialisée dans la livraison de fioul comparaissait devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Il était jugé pour avoir frappé 3 individus surpris en train de voler du carburant. L'un d'entre eux a été grièvement blessé. C'est un patron excédé par les vols à répétition. Il tape déjà celui-là en premier, puis après il essaie d'attaquer les cuves enterrées qui sont derrière. Excédé, mais déterminé. Il défend le bouchon, ou alors si c'est fermé à clé, il met un coup de pioche dedans, il perce.
Des vols, la petite entreprise de distribution de carburant en subit de plus en plus souvent. La dernière fois, le patron a surpris 3 hommes en flagrant délit. Ancien militaire, Lionel Barnéau-Rousset ne s'est pas laissé faire. Quand ils ont essayé de me ceinturer et un qui a essayé de me porter des coups, j'ai tiré 2 coups de feu au sol pour leur faire peur. Mais bon, ça les a pas plus impressionnés que ça. Parce qu'au contraire, ils ont essayé après de me désarmer. Donc là, effectivement, je me suis servi un peu comme d'une matraque. Sérieusement blessé, l'un des voleurs restera 2 jours dans le coma. Pour cette intervention musclée, Lionel Barnéau-Rousset est passé en correctionnel. Relaxé pour les violences, il a été condamné à 400 € d'amende pour port illégal d'armes. Aujourd'hui, ses 10 employés le soutiennent. Pour moi, c'est tout à fait légitime de défendre son emploi, de défendre ses employés, de défendre son outil de travail, tout simplement. Sans vouloir faire justice soi-même, mais voilà, c'est lui qui supporte les conséquences. Vidéosurveillance, alarme, vigile, rien n'y fait. Le secteur est isolé et les gendarmes de la région couvrent une zone très étendue. Souvent premier à intervenir, le patron a ainsi surpris et interpellé lui-même 7 voleurs l'année dernière. Aujourd'hui, bon, j'ai compris que je risquais la prison quand même. Hein, donc, non, ouais, écoutez, je disais, hein, aujourd'hui, c'est les voleurs qui ont gagné. Hein, la place est libre. Hein. Dans l'immédiat, l'entreprise va se séparer de 2 de ses camions qu'elle ne peut mettre en sécurité la nuit. À terme, le patron se pose la question d'arrêter son activité. Un hacker d'une trentaine d'années sous les verrous en Saône-et-Loire, le pirate informatique s'attaquait depuis 2 ans au site informatique de l'Université de Nice. A priori, il n'aurait pas utilisé les données récoltées. Le pirate informatique s'attaquait depuis juin 2010 au site de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Mais celui de l'OPAC de Saône-et-Loire était aussi la cible de ces attaques. Les données hébergées par l'Office public de l'habitat sont sensibles. On regroupe plus de 500 salariés, donc énormément de données personnelles. Et puis on loge 50 000 foyers, 50 000 personnes sur le département. Donc des données personnelles de type adresse postale, coordonnées, par moment carte bancaire, puisque nous avons développé sur le site internet le paiement en ligne. Mais le système de protection qu'on a pu mettre en place a fait barrage aux hackers ou aux pirates, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une sécurité des données personnelles. L'homme d'une trentaine d'années a été mis en examen pour intrusion dans des systèmes informatiques. Il a été déféré devant le parquet de Châlons et placé en détention provisoire. Les premières constatations policières font état qu'il n'aurait fait aucun usage des données. Néanmoins, on s'interroge sur ses motivations. D'après ses déclarations, pour l'instant, la principale de ses motivations, c'est le plaisir intellectuel qu'il a de franchir les sécurités qui empêchent les gens d'aller sur des sites informatiques qui sont sécurisés. Cela suppose d'avoir une certaine maîtrise de l'outil informatique, d'avoir des connaissances, d'avoir du recul, d'avoir des capacités de réflexion. Donc effectivement, c'est pas non plus complètement incohérent que ce soit quelqu'un qui soit socialement, professionnellement relativement inséré. Les enquêteurs ont aussi trouvé dans les systèmes de stockage du pirate informatique une quantité importante d'images à caractère pédopornographique. Il encourt une peine de 5 ans de prison pour avoir forcé l'accès à des sites informatiques protégés. La consommation, la pêche et le ramassage des huîtres dans le bassin d'Arcachon ont été interdits jeudi par la préfecture de Gironde. En cause, la présence d'un taux de toxines supérieur au seuil de sécurité sanitaire. C'est la marraine d'Oléron qui profite de la situation. Après cette interdiction, elle est très courtisée. Moi j'ai vu par rapport aux fournisseurs avec qui je travaille habituel, il y a plus de demandes par rapport à ce produit-là, c'est-à-dire par rapport aux marraines. On est obligé de compenser de toute manière. On va être obligé de compenser. À partir de la semaine prochaine, on va devoir se fournir comme marraine. L'interdiction devrait durer 2 semaines, une perte sèche pour les 300 entreprises du bassin d'Arcachon. La colère des responsables du cimetière militaire allemand de Laon, un site où reposent 2700 soldats tombés durant la Première Guerre. Un site qui est devenu un lieu de rassemblement nocturne où l'alcool coule à flot. Résultat, les tombes sont régulièrement profanées. Cette année, ça s'est amplifié. Nous sommes, depuis le début de l'année 2012, à 60 profanations de sépultures. L'année dernière à 200, et très en colère aussi, puisque à chaque profanation, nous portons plainte auprès du commissariat, et à ce jour, les enquêtes n'ont rien donné. Des profanations qui coûtent également très cher à la petite association qui en appelle maintenant aux autorités pour mettre un terme à ces actes inacceptables.
L'Olympique de Marseille au pied du mur ce soir. Après 12 matchs consécutifs sans victoire, l'OM retrouve Lyon au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue. Une victoire à Saint-Denis pourrait peut-être sauver une saison bien mal engagée. Il y a un titre, c'est une finale. Après, il y a des moments importants, des tournants importants, des matchs qui peuvent être décisifs. Celui-là, il y a un enjeu, il y a un titre au bout. Donc voilà, après, ça ne va pas nous donner des points en plus en championnat. Hein. L'OL, quant à lui, a déjà participé à 3 reprises à cette compétition et l'a remporté une fois. Retour sur l'histoire de l'Olympique lyonnais en Coupe de la Ligue. C'était au siècle dernier. Il en avait coûté 300 francs et 5 heures de train aux 7000 supporters lyonnais qui avaient rallié en ce 7 avril 1996 le Parc des Princes. En ces temps-là, le Stade de France n'était qu'un chantier. Au parc, l'OL de l'entraîneur Guy Stéphane disputait face à Metz ce qui n'était alors que la 2e finale de Coupe de la Ligue. 0-0 après le temps réglementaire et les prolongations, les Lyonnais s'inclinaient au tir au but, rataient un titre et, accessoirement, une accession directe aux Coupes d'Europe. À l'époque, il y avait à l'OL un président qui pensait d'ailleurs que ce n'était pas accessoire. J'ai dit simplement que si on n'était pas européen, je quitterais la présidence de l'Olympique Lyonnais. Mais j'ai jamais dit qu'en cas de défaite, je quitterais l'Olympique Lyonnais. Il reste à jouer quelques matchs et puis en fin de saison, on prendra la décision en fonction de ce qui s'est passé. 5 ans plus tard, c'est juché sur un camion que l'équipe peut enfin présenter à ses supporters le premier trophée gagné par le club depuis 28 ans. Le modèle est alors en argent, il ne deviendra en verre doré qu'en 2003. Mais en 2001, l'OL, qui est à la veille d'asseoir une domination sans partage sur le foot hexagonal, écarte 2-1 après prolongation les monégasques d'un certain Claude Puel. Ce soir-là, le meilleur attaquant du championnat, le capitaine et le plus lyonnais des Brésiliens, ne marquera pas. Mais Sonny Anderson fut bien l'homme qui fit entrer Lyon dans une nouvelle dimension. C'est important pour tous, c'est important pour la ville, pour le club de gagner, mais surtout pour le club qui est beaucoup important, les supporters qu'ils ont mérité, ils sont vraiment fantastiques. Sur la même pelouse, 6 ans plus tard, le capitaine de l'OL est encore un Brésilien. Juninho est arrivé quelques mois après le trophée 2001. Avec Lyon, il va décrocher en cette année 2007 son 6e titre d'affilée. Mais l'équipe rate le doublé. Bordeaux l'emporte 1-0, but d'Enrique à la 88e. Lyon quitte Bredouille, l'enceinte de Saint-Denis, mais il reviendra l'année suivante et il gagnera une 2e coupe, sa 4e Coupe de France, le dernier trophée remporté à ce jour par le club. On termine à 9 jours de la présidentielle par une idée originale d'un chocolatier et d'un dessinateur de rayons. Ils ont réalisé des caricatures des principaux candidats tout en chocolat, de savoureux portraits que les clients sont nombreux à croquer sans modération. Ils sont partout, en photo, à la télé, en peinture, et les voilà maintenant en chocolat. Jacques Pessot, un caricaturiste, a eu l'idée originale de fabriquer des portraits à croquer des candidats à l'élection présidentielle. L'autre jour, il y en a une qui est tombée, ça a été un plaisir, on a pu partager, alors c'était M. Hollande, bon, la tête était tombée, on a partagé la tête de M. Hollande, voilà, et on s'est régalé. Première étape, le dessin. Le caricaturiste fabrique ensuite chez lui un bas-relief en plâtre qui permet au chocolatier de thermoformer le plastique en moule. Et on se retrouve tout simplement avec M. Sarkozy qui était thermoformé. Et là maintenant, avec ce plastique-là, on va couler le chocolat à l'intérieur. On nous demande à 99%, bah c'est Sarkozy, hein, c'est Nicolas Sarkozy, c'est notre président de la République actuellement. Donc voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est par amour ou est-ce que c'est par rage, on ne sait pas, donc voilà. Mais surtout, l'anecdote et ce qui était extraordinaire, bah, c'est que les gens sont quand même obligés de se justifier, sans rien qu'on leur demande, hein, simplement, comme tout ce qu'on vend, mais les gens sont là, bah oui, bah, c'est pour un ami qui est socialiste, ou c'est par effectivement, mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir, ou c'est pour un copain, ou c'est il a pas osé venir et c'est moi qui viens à sa place. Donc voilà, donc c'est quand même spectaculaire, c'est quand même marrant, parce que c'est vrai que c'est assez original que les gens soient obligés de se justifier comme ça. Les fabricants ne manquent pas d'humour. Le portrait de Marine Le Pen est en vente en chocolat noir. Tout de suite, votre édition des initiatives.